Bonsoir, je vais faire une présentation assez rapide. Le but pour moi, c'est d'échanger le plus possible avec vous. Voilà, donc je vais vous parler des groupes d'entendeurs de voix et voilà, pour moi, c'est vers une démocratisation des voix. Je suis médiateur de santé pair en santé mentale pour le programme Un chez soi d'abord et je suis aussi facilitateur d'un groupe d'entendeurs de voix. Je collabore avec l'équipe Mars et la réhabilitation psychosociale en tant que job coach pour le Working First, qui vous a déjà été présenté. Et je suis formateur en rétablissement pour l'association Odyssée. Donc l'entente de voix et la psychiatrie. Il y a à peu près 3 catégories de personnes qui entendent des voix. Donc la plus connue, évidemment, c'est les personnes vivant avec une schizophrénie, troubles bipolaires ou troubles dissociatifs. Donc le constat de la psychiatrie, c'est que actuel, je dis pas dans la majorité des cas, mais moi je fais un constat qui est très lucide, c'est qu'il faut ignorer la signification de l'expérience d'entente de voix parce que c'est participer au délire de la personne en utilisant des psychotropes. Alors il faut savoir qu'environ un tiers des patients qui entendent des voix entendent toujours des voix en ayant un traitement neuroleptique. Alors je vous donne des chiffres comme ça, mais en fait les chiffres varient d'une revue à une autre. Ce sont vraiment des intervalles, mais on pense qu'entre environ 4 et 10% de la population entendent des voix, et donc 1% qui aurait un diagnostic de schizophrène. Ça veut dire qu'il resterait un intervalle entre 3 et 9% qui vit avec ce phénomène sans connaître la psychiatrie. Et du coup, ça fait énormément réfléchir les gens sur l'approche de justement l'entente de voix. Et cette approche nouvelle, c'est de ne pas chercher à éliminer les voix, c'est d'accepter, de comprendre les voix. Et tout ça, ça rentre dans une orientation globale vers le rétablissement. Alors, qu'est-ce que c'est que le rétablissement? Donc, je pense qu'on vous en a pas mal parlé, mais petite piqûre de rappel, c'est toujours bien. Donc, ça vient d'un terme anglais recovery. Bon, il n'y a pas vraiment de consensus. Il existe autant de définitions de rétablissement que de personnes qui vivent le rétablissement. Mais cependant, moi, il y a une définition que j'ai trouvée, que je trouve assez sympa et qui reprend bien quand même l'idée du rétablissement. Donc, ce monsieur, en fait, c'est William Anthony. C'était un chef de service d'un hôpital psychiatrique aux États-Unis. Et donc, pour lui, le rétablissement, c'est un processus unique, profondément personnel, de changement de ses opinions, valeurs, sentiments, buts, capacités et rôles. C'est une façon de mener une vie satisfaisante, pleine d'espoir et enrichissante, malgré d'éventuelles limitations imposées par la maladie. À travers le dépassement des effets de la maladie mentale, le rétablissement passe par le développement d'un nouveau sens et d'une autre finalité à sa vie. Et ce qui est super important dans ce texte, c'est vraiment l'espoir. Ça, c'est très important. C'est le pouvoir d'agir et à un moment donné, se dire qu'il n'y a pas, souvent les gens, quand ils tombent malades, qu'ils ont un trouble psy, ils disent « Oh, j'aimerais retrouver la vie que j'avais avant ». Mais non, en fin de compte, le rétablissement, c'est la maladie t'a apporté des choses et tu vas vers autre chose, tu vas te dépasser et tu vas aller vers d'autres horizons. Ah, oups. Donc les 5 principes du rétablissement selon Copeland sont donc l'espoir. La personne qui connaît des difficultés de santé mentale se rétablit autant que possible, atteint un état de rétablissement stable et entreprend alors de réaliser ses rêves et ses objectifs. La responsabilité personnelle, il incombe à chacun, avec l'aide des autres, d'agir et de faire ce qu'il faut pour continuer à aller bien. La formation, apprenez tout ce que vous pouvez sur ce que vous éprouvez afin de pouvoir prendre des bonnes décisions concernant tous les aspects de votre vie. Le plaidoyer, sachez communiquer avec les autres de façon efficace afin d'obtenir ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez et ce que vous méritez pour continuer à vous rétablir. Le soutien, savoir accepter le soutien d'autrui, savoir
aider autrui vous aidera à vous sentir mieux et améliorera votre qualité de vie. Donc là, je vais vous parler plus précisément des groupes d'entendeurs de voix. Donc les groupes d'entendeurs de voix, c'est des groupes de parole, hein, tout simplement. Il y a, voilà, et la réunion de ces personnes, la réunion commune de ces personnes, c'est qu'ils entendent des voix. Donc c'est quand même axé sur une certaine philosophie. Et donc il y a des petits, c'est comme une petite charte en fait, si vous voulez. Et je vais vous énumérer donc les éléments de cette charte où le langage médical est proscrit. L'entente de voix n'est pas un signe de maladie mentale. Ça, c'est très important parce que c'est pour déstigmatiser la maladie. Le fait d'entendre des voix est une expérience de vie particulière. C'est très important. C'est à un moment donné enlever de cette expérience un caractère uniquement pathologique, mais bien au contraire, comme quelque chose qui vous enrichit et qui vous donne des outils pour avancer différemment dans la vie. L'entente de voix a du sens pour la personne et peut être expliquée. Ça, c'est très, très important parce que, ben oui, ça a du sens pour les gens d'entendre des voix. Ça leur dit beaucoup de choses. Et connaître ce que les gens entendent, c'est mieux les connaître dans leur peur, dans leur joie, dans leur bonheur, dans plein de choses. Et les stratégies de coping permettent de faire face aux voix. Donc, dans les groupes d'entendeurs de voix, on fait souvent, on se raconte souvent nos histoires, nos petites astuces. Qu'est-ce qu'on fait pour vivre avec quand ça arrive, quand ça gêne, ou quand ça gêne pas, parce qu'il ne faut pas croire que ça gêne tout le temps, hein. Il y a des fois, ça gêne pas. Mais enfin, comment on fait pour vivre avec, quoi. Pour vous simplifier, c'est simple. Pour moi, il y a vraiment deux situations. Il y a une situation où on est dans le déni de l'entente de voix et une situation où on est dans l'acceptation. Donc, quand on est dans le déni, on est dans un sentiment d'impuissance et de conflit à l'intérieur de soi qui entraîne un sentiment de paranoïa et une incapacité à avancer. Par contre, quand on est dans l'acceptation, eh ben, on est dans l'acceptation de l'existence des voix sans analyse et ni étiquetage. Ça, c'est très important. On met des stratégies pour faire face. On examine le contenu des voix et leurs raisons et leur présence. Et on met de la compréhension, on se développe et on se rétablit. Donc, je vous ai mis des petits liens. Donc, il y a 2 sites. Je vous laisse la diapo un petit moment pour ceux que ça intéresse. Donc, il y a Intervoices. Alors, ça, c'est le réseau vraiment international sur l'entente de voix. Et puis, vous avez le réseau français sur l'entente de voix, donc Rêve France. Voilà, donc c'est 2 URL. Et sur le réseau Rêve France, vous avez pas mal de documentation scientifique sur l'entente de voix. Et vous avez notamment le questionnaire de Maastricht, qui est un questionnaire très intéressant, qui permet justement, avec une personne qui le souhaite, de caractériser ces voix. Donc là, je vais vous... Ben, Caro, tu peux venir avec moi? Donc je vais vous présenter Caroline, hein, que vous connaissez déjà. Et donc, alors, tous les deux, on a chacun un groupe d'entendeurs de voix. Donc moi, c'est le mercredi, hein, de 14h à 16h, au 19 rue de l'Arc, dans le 1er arrondissement. Donc il y a mon téléphone professionnel, si vous voulez contacter. Et puis, Caroline, je vais te laisser la parole. Donc, vous avez bien compris qu'il y a 2 groupes sur Marseille, sur les groupes entendeurs de voix. Donc, il y en a un avec Christophe et il y en a un deuxième à Mars, le local où je travaille. Donc, c'est tous les lundis de 14h à 16h au 9 rue Dragon, dans le 6e à Marseille, au niveau de Castellane, le quartier de Castellane, avec mon numéro de téléphone 06 89 14 63 63. Donc, moi, je partage évidemment les idées qu'a émis Christophe sur le groupe. Donc, c'est vraiment un groupe. Hein, Donc, voilà, c'est vraiment un groupe où on essaie de parler de moins en moins de psychiatrie, d'hallucinations auditives, de bouffées délirantes, etc. Il s'agit de parler des voix sans tabou et de décomplexer le fait d'entendre des voix. C'est pas une honte. Voilà, on peut vivre avec les voix. Nous en sommes la preuve. Nous sommes la preuve que
on peut gérer et faire face aussi aux voix. Et les personnes qui sont dans le groupe sont là pour échanger, participer au sujet des voix. Voilà. Voilà, donc du coup, si vous avez des questions... J'ai pas très bien compris. Oui. Dans ce que vous avez passé là, dans vos diapos, si on veut, vous dites que c'est intéressant de comprendre le sens des voix ou leur contenu. Et quand vous avez commencé, vous avez dit il faut surtout pas entrer dans l'interprétation des voix parce que c'est participer au délire. Non, ça c'était le point de vue classique de la psychiatrie. Ce n'est pas mon point de vue, monsieur. Alors, par contre, voilà, il y a besoin d'éclaircissement. Avec Caroline, quand on parle des voix avec les gens, on parle des voix dans la forme, mais pas dans le fond. Et de manière, dans nos règles de groupe, il n'est pas histoire, il est pas, on n'est pas là pour convaincre les uns et les autres. Par exemple, il y en a qui pensent que l'entente de voix, c'est dû à de la télépathie, d'autres qui pensent que c'est lié, que c'est mystique, c'est une relation mystique qu'ils ont avec Dieu, tout ça. On n'est pas là pour débattre ce genre de choses. Par contre, on est là pour discuter, de dire les voix, elles sont comment? Agressives, gentilles? Est-ce qu'elles sont féminines, masculines? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y en a plus ou moins selon l'événement? Enfin, voilà. Parce que les voix peuvent avoir un sens, je dirais, manifeste, hein, quand on analyse le contenu en première approche, ou latent, hein, ce qui est très différent à mon sens quand même. Les voix doivent avoir un sens. Oui, juste une demande d'information. Connaissant pas du tout le phénomène d'entente de voix, est-ce que vous pourriez nous dire, est-ce que ça se passe dans votre langue usuelle habituelle? Est-ce que c'est un langage toujours bien compréhensible? Et est-ce que c'est à un moment plus particulier dans la période de 24 heures ou est-ce que c'est plus espacé que cela? Alors, là, vous parlez du fait d'entendre des voix, c'est ça, les personnes qui entendent des voix? Ça dépend les personnes, monsieur, hein. Donc les voix, c'est au cas par cas. Il y a des personnes qui vont entendre les voix dès le matin en se levant, ça va durer toute la journée jusqu'au soir, même la nuit. Il y a des gens qui vont entendre un peu plus les voix dans un endroit et pas dans un autre. Oui, c'est possible que ce soit 24 heures sur 24, mais c'est possible aussi que ça soit périodiquement dans une journée ou dans une semaine ou dans un mois. Ça dépend, c'est vraiment au cas par cas, ça dépend des personnes en fait. On n'entend pas tous les mêmes choses. Moi, j'entends d'une manière, mon collègue entend d'une autre. Les personnes qui font le groupe entendeur de voix entendent aussi à leur manière. C'est diversifié. On ne peut pas dire qu'il y a une personne qui entend des voix uniquement pour tout le monde. Voilà. Madame, j'aimerais que vous y répondiez. Est-ce que c'est toujours des messages cohérents ou est-ce que ça peut être tourné à l'onomatopée, par exemple? Mais ce qu'ils entendent, c'est très métaphorique et c'est très beau, monsieur. C'est ça que j'ai à vous répondre. Alors, c'est cohérent pour la personne qui entend. D'accord? Donc, ça dépend. Il y a des personnes qui entendent un ordre ou des ordres. Par exemple, il y a une personne qui va entendre une voix qui lui dit un ordre, par exemple, jette-toi sur les rails du métro. Voilà. Est-ce que là, c'est cohérent pour la personne ou est-ce que ça ne l'est pas? Ça dépend comment la personne prend l'importance. Ça dépend de ça. Est-ce qu'elle y prend de l'importance, la personne qui entend? Des fois, c'est cohérent, des fois, c'est pas cohérent. Des fois, ça n'a aucun rapport avec l'environnement et le contexte où est la personne. Il y a des gens qui entendent vraiment des trucs incohérents et vraiment qui n'ont aucun sens. Mais ça dépend comment comment la personne interprète ce qu'elle entend. Et ça, c'est chaque personne qui fait son propre rapport
fait d'entendre ce qu'elle entend. Moi, il y a un exemple que je donne souvent sur l'entente de voix, parce que vous cherchez à comprendre, hein, monsieur, hein, c'est ça, hein, je vois bien. Bon, je vais essayer de vous faire comprendre. Vous avez vu, souvent, des fois, on fait des rêves qui sont hallucinants. On fait des rêves qui ont ni queue ni tête. D'ailleurs, le matin, on se réveille, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce rêve? Et les choses paraissaient complètement irrationnelles, et pourtant, c'était complètement logique de rêver ça. Eh bien, des fois, l'entente de voix, ça se rapproche un peu de ça. Voilà. Mais pas toujours. Juste une question sur le plan pratique. Les personnes viennent avec quelle fréquence? Il y en a qui viennent une fois, qui ne reviennent pas. Il y en a qui reviennent longtemps. Comment ça se passe sur le plan pratique? En fait, on a tous les cas, hein. Moi, j'ai 2-3 personnes qui sont là très régulièrement. Et après, c'est en fonction des besoins. Voilà. Il y a des moments, c'est plus difficile pour d'autres. Il y a des périodes où bon, ben, ils n'ont pas forcément besoin de venir au groupe parce qu'ils arrivent à gérer leur vie convenablement. Puis il y a des moments, c'est un peu plus difficile et là, par contre, ils vont venir au groupe pour s'appuyer. Voilà. Mais c'est très variable en fait, hein. Ça aussi, hein. Après, les gens viennent de leur en libre participation, quoi. D'accord, donc c'est un groupe ouvert et ils viennent en fonction de leurs besoins. Tout à fait. Comme quand ils ont envie, d'accord. Ouais. Excusez-moi, pour répondre, c'est vrai que moi, tous les lundis matins, j'envoie des textos pour leur rappeler qu'il y a le groupe l'après-midi, en fait. Mais c'est très irrégulier. Il y a des personnes qui vont venir au début régulièrement. Après, au fur et à mesure, ils vont moins venir. Mais c'est parce qu'ils n'ont plus beaucoup l'utilité de venir dans le groupe et que du coup, ça va bien pour eux, en fait. C'est positif, hein, quand il y a une personne qui ne vient plus. C'est vraiment positif parce qu'on sent que elle n'a plus besoin de support, elle n'a plus besoin d'en parler, elle vit avec. Ce sont des personnes qui ont retrouvé un emploi aussi, qui ne viennent plus au groupe. Donc, par contre, s'il y a rechute ou s'il y a augmentation un peu des voix, là, elles reviennent et on en parle et on débriefe avec elles sur ce qu'elles entendent. Voilà. Oui, je voudrais savoir si c'est ouvert aux pères aidants qui n'entendent pas de voix. Alors moi, je suis désolée, je n'accepte pas de gens qui sont non-entendeurs. Voilà, c'est comme ça. Et moi, j'accepte. Non, je comprends, hein, le point de vue. En fait, ce qui est super avec Caro, c'est que justement, on a 2 groupes avec 2 identités bien... on se rejoint sur pas mal de choses, mais on a 2 identités bien communes. Il y a des gens, ils préfèrent rester contre-entendeurs de voix. Puis il y a des gens pour qui, en fait, ça ne dérange pas du tout qu'il y ait d'autres personnes que des non-entendeurs de voix dans le groupe. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de non-entendeurs que d'entendeurs de voix dans le groupe. Ouais, je voulais juste dire que comme il y a beaucoup de soignants ici, moi en tant que psychiatre, donc moi je viens de Lille et on a du coup un peu de recul sur un groupe d'entendeurs de voix qui est né en France, en fait, à Mons-en-Barœul. C'était l'endroit où je travaillais. Et je peux juste témoigner que j'ai vraiment constaté sur quelques personnes que je connais, avec qui, soit que j'ai pu suivre dans le cadre en tant que psychiatre, soit avec qui j'ai pu travailler en collaboration, où c'est assez incroyable à quel point le fait que certaines personnes qui étaient un peu chronicisés dans la psychiatrie, être hospitalisés tout le temps, à peser 150 kilos parce qu'ils avaient des masses de traitement et qu'ils étaient complètement inactifs, ont été transformés par le groupe entendeur de voix. Après, je suis pas allée vérifier, j'ai pas fait d'études scientifiques pour le coup pour voir si c'était ça ou autre chose qui les avait aidés, mais eux, c'est ce qu'ils disaient. Et nous, en tant que soignants, on l'a quand même constaté. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où ces personnes ont commencé à aller au groupe qu'elles ont commencé à perdre du poids, à faire des choses et à aller mieux. Donc, bon, moi, je pense qu'il y a vraiment un lien de cause à effet. Et encore une fois, avec une perspective de soignant, c'est des personnes qui avaient des diagnostics de type schizophrénie avec du coup toute la pléiade de symptômes, pas seulement ce qu'on appelle les hallucinations acoustico-verbales. Et
qui du coup allaient mieux globalement. C'est-à-dire c'est des gens, même je pense à 2 personnes qui avaient en plus arrêté les traitements. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui vont au groupe Entendeurs de Voix arrêtent les traitements, mais eux, il se trouve qu'ils arrivaient à aller bien en plus sans traitement et ils allaient bien globalement. Enfin, moi, je discutais avec eux parce que je travaillais avec eux sur des projets et je me rappelais de quand je les avais vus en tant que soignante, par exemple, à l'hôpital, et ça n'avait juste rien à voir. C'est-à-dire que ils allaient bien globalement et je pense que du coup, il y a une... Enfin, voilà, faut pas penser que ça va juste les aider à gérer les voix, mais qu'ils vont rester malades sur plein d'autres choses. C'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment un rétablissement global parce que, enfin voilà, tout ce que Caroline et Christophe ont dit, c'est-à-dire c'est une aide au rétablissement global et c'est vrai que, enfin voilà, en tant que soignante, je peux témoigner à quel point ça peut être incroyable pour les gens. J'ai eu aussi quelques personnes que je suivais qui m'ont dit que ça les avait fait complètement flipper et que c'est n'importe quoi et que elles, tout ce qu'elles voulaient, c'était voir leur psychiatre, avoir leur traitement. Voilà, je pense qu'il faut respecter. Mais il y a certaines personnes, en tout cas que je connais, qui ont été vraiment transformées par la fréquentation de ces groupes. Bon, moi, je connaissais pas. Hein, ça fait 2 ans à peu près que j'entends parler de ça. Et je m'interroge beaucoup, je comprends pas, je sais pas ce que ça veut dire derrière. Voilà, le monsieur disait quelle sorte de voix, est-ce que c'est une pathologie, est-ce qu'on vit bien avec? Enfin, je me pose plein de questions. Donc, bon, vous avez peut-être un site, j'irai voir. Mais quelle est votre expérience? Est-ce que vous entendez des voix depuis enfant? Comment ça se passe dans la réalité? Je m'exprime mal. Non, mais c'est bien, vous vous intéressez au sujet. Mais oui, parce que ça m'interpelle beaucoup. Vous essayez de comprendre. Voilà. Mais comme elle vous disait, Caroline, il existe autant de... Par exemple, il y a Cyril dans le groupe, et Cyril, lui, ça a commencé à l'âge de 6 ans. Moi, ça a commencé à l'âge de 27 ans. D'accord. Voilà, on peut pas... En fait, il n'y a pas de canon, vous voyez. D'accord. Bon, généralement, apparemment, d'après les études, ça arriverait plutôt vers l'adolescence. Voilà. Mais ça peut arriver à l'enfance, ça peut arriver à l'âge adulte. Voilà. Et la question qui me vient à ce moment-là, c'est quel est le rapport avec la schizophrénie? Parce que dans la schizophrénie, on Parce entend que, des madame, voix c'est aussi. pathognomonique. C'est un critère qui rentre, à partir du moment où vous entendez des voix, c'est un critère diagnostique. D'accord. Voilà. Ok. C'est un des critères. D'accord. Mais un des critères majeurs. Ok. Merci. Non, vous l'avez bien compris, hein, nous sommes entendeurs de voix avec oui, Christophe. Non, mais j'ai bien compris. Donc, mais j'essayais de faire un petit peu du lien avec, par exemple, la schizophrénie. J'essayais de comprendre parce que pour moi, c'est quelque chose de nouveau. C'est une question d'appellation, hein, oui. de comment on nomme les choses. D'accord. Donc, on parle d'hallucination acoustico-verbale, hallucination auditive, des ondes, mais tout ça, ça reste dans le champ de la psychiatrie. C'est vraiment l'appellation côté médecin, côté psychiatrique. Nous, on est hors de tout ça, madame. On est vraiment, mais pas du tout dans la psychiatrie. C'est pour ça qu'on a inventé un mot qui s'appelle entendre des voix. Oui, mais ça existe depuis peu de temps. Ça existe depuis très peu de temps. Moi, j'ai été formée au groupe Entendeurs de Voix par Yann de Robert, qui est le fondateur de Rêve France, c'est-à-dire Entendeurs de Voix en France en 2013. Il était intervenu, je crois, il y a 2 ans, non? Il me semble. Donc, Yann de Robert est venu à Marseille en 2013 nous briefer sur le groupe Entendeurs de Voix. Et son but, c'était de multiplier les groupes Entendeurs de Voix en France. Oui, et c'est ce qui s'est passé à Marseille. Après son départ, on a monté un groupe Entendeurs de Voix en 2013-2014. Sur Marseille. Mais sur Marseille, comme vous le dites, c'est nouveau. C'est innovant. Voilà, c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai besoin de savoir plus. C'est innovant. Ouais. Donc, voilà. Moi, j'ai participé à la formation de Yann. Oui. C'est pour ça que maintenant, il y a des groupes sur Marseille qui se sont montés. Mais on cherche aussi à en monter dans d'autres villes. Lyon, Montpellier, Nice. D'accord. Par contre, quand je parlais de lien avec la schizophrénie, c'est-à-dire, bon, est-ce qu'on peut être schizophrène et entendeur de voix ou est-ce qu'on peut être entendeur de voix tout simplement? On est entendeur de voix tout simplement. C'est une expérience de vie. Comme je vous l'ai dit, moi je suis pour dépsychiatriser la personne. Donc à un moment donné... Non mais je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Donc à un moment donné, pour moi c'est une façon poétique de parler des voix. Voilà, pour parler de
de son expérience pour parler. De toute façon. Il y a des voix gentilles, il y a des voix méchantes, il y a des voix fessées. Et si je peux me permettre, est-ce que vous, à certains moments, vous avez des voix gentilles? Est-ce qu'à d'autres moments, vous avez des voix méchantes? Eh ben, ça arrive. Hein. Ça arrive. Ça arrive, mais justement, on est là pour en parler et pour essayer de... qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Oui. Mais c'est vachement important d'avoir créé justement ces associations et d'échanger les expériences. Hein. C'est comme ça qu'on avance. Mais c'est ça, c'est un échange d'expérience, tout à fait. Donc on est bien d'accord. Merci. Ce qui est important, je voulais juste rajouter un petit truc, c'est que entendre des voix, c'est pas juste un phénomène physique, c'est que c'est un phénomène psychophysiologique qui, à un moment donné, vous procure des émotions. Et donc, par là, il y a une charge émotionnelle qu'il faut savoir déverser à un moment donné. Et cette charge émotionnelle, on peut la déverser dans un groupe d'entendeurs de voix parce qu'on est entre personnes qui vivent la même chose, expérimentons les mêmes choses et pouvons en parler parce qu'on se comprend.